Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Dans notre comté, attirer et retenir les jeunes demeure un enjeu important pour plusieurs municipalités. Pour faciliter leur intégration, Place aux jeunes Portneuf multiplie les initiatives sur le terrain. À Donnacona, une soirée de billard a permis jeudi dernier à de nouveaux arrivants de briser l'isolement, de créer des liens et même pour certains d'envisager un avenir dans la région. Vous aurez plus de précisions dans le reportage. Un important projet d'infrastructure est en cours à Donnacona. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, était sur place lundi pour annoncer un investissement de plus de 7 millions de dollars destiné à la construction d'un bassin de rétention et au remplacement de certaines conduites, afin de réduire les débordements d'eau usés. Un projet attendu depuis plusieurs années qui vise à améliorer la qualité de vie des citoyens et à protéger l'environnement. Plus de détails dans le reportage. On se rendra aussi à Saint-Marc-des-Carrières où l'engagement des enseignants et la créativité des élèves ont été récompensés. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a remis lundi 8 000 $ dans le cadre des bourses des petits débrouillards, afin de soutenir des projets éducatifs dans les écoles primaires de la région. Un projet de club de marche s'est notamment démarqué comme coup de cœur. Notre équipe était sur place. Pour la première fois à Saint-Raymond, le salon Contact Emploi Portneuf a réuni jeudi au centre multifonctionnel Roland-Dion une quarantaine d'entreprises et une douzaine d'organismes. L'occasion pour les chercheurs d'emploi de découvrir des offres de la MRC de Portneuf et pour les employeurs de se faire connaître dans la région. Une belle vitrine pour le marché du travail, mais aussi pour la planification de carrière jusqu'à la retraite. Luc Robitaille a fait le reportage. S'intégrer dans une nouvelle région, ce n'est jamais évident. Mais dans notre MRC, certains ont trouvé une façon bien simple de briser la glace. À Donnacona, une soirée de billard organisée jeudi dernier par Place aux jeunes Portneuf a permis à une quinzaine de nouveaux arrivants de se rencontrer, d'échanger et de se sentir un peu chez eux. Parmi eux, une stagiaire récemment arrivée dans la région pour qui ce type d'activité fait toute la différence. Plus de détails dans ce reportage. On a gagné. À Donnacona, une ambiance conviviale règne ce soir avec le jeu de billard organisé par Place aux jeunes Portneuf. Une quinzaine de jeunes récemment installés dans la région ont participé jeudi à une soirée de billard. Une activité pensée pour favoriser les échanges et briser l'isolement. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'activité mensuelle parce qu'on organise comme ça une activité par mois. Si un jeune vient dans Portneuf, il sait qu'une fois par mois, il va être accompagné pour découvrir des lieux, mais aussi découvrir d'autres jeunes comme lui, se créer un réseau, s'enraciner et vouloir ensuite faire définitivement sur le long terme le choix Portneuf. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Doulise de Donnacona. Oui, on a quand même, comme à chaque soirée Place aux jeunes, on a des super beaux prix à gagner. Là, on a 3 tables ce soir. Les gagnants en fait, de la première partie vont être finalistes, puis ils vont pouvoir remporter des prix, par exemple des laissez-passer à la piscine de Pont-Rouge, des laissez-passer pour une journée complète à la base de plein air de Portneuf, un certificat cadeau Pizzeria Pocket et d'autres. Ces rencontres mensuelles permettent aussi de découvrir différentes municipalités de la région, tout en créant des liens dans une ambiance détendue. Parmi les participants, Myriam, une stagiaire en santé animale originaire de Lanaudière, vit dans la région depuis seulement quelques semaines. Pour elle, cette activité va bien au-delà du simple divertissement.
ça donne vraiment l'opportunité là, de se sentir chez soi, la bienvenue dans la région, qu'on n'est pas un stagiaire qui « qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je peux m'intégrer doucement? » Ça donne vraiment place et confiance à être dans la région puis d'aider là, par le biais du stage à profiter de la région et aider les gens à avoir de mes services aussi là, pour aider au fonctionnement de là où je suis en stage en ce moment. Son stage dans la MRC de Portneuf lui offre une première expérience professionnelle dans la région. Mais ces rencontres sociales jouent un rôle clé dans son intégration. C'est sûr que ça donne l'opportunité de sortir de chez soi, d'avoir des places de repère pour avoir des divertissements en dehors du travail, en dehors des études aussi, là, plutôt que d'être juste cloîtré chez soi dans un petit refuge, un petit coin. Donc ça donne une certaine liberté là, d'être en région. On a l'impression que tout est loin, tout est hors d'accès, mais c'est pas du tout le cas. Il faut juste parler aux bonnes personnes puis oser sortir de chez soi et découvrir des belles places. Comme elle, plusieurs participants voient dans ces activités une porte d'entrée vers une installation durable. Nous sortons pour rencontrer du monde et nous nous amusons à travers des jeux comme le billard, le jeu, parce qu'il y en a eu plein d'autres comme le poker. Et aujourd'hui encore, ça m'a permis de découvrir la ville de Donnacona. Pour un nouveau arrivant, et participer aux activités, ça permet de déstresser, ne pas seulement rester chez soi, et aussi parler avec du monde, faire de nouvelles connaissances. Dans ce sens. Au programme dans les prochaines semaines, activités de plein air, découvertes locales et initiatives agricoles. Toujours dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance. On a prévu d'autres activités prochainement. Là, on est au printemps, l'été arrive. Donc, on a des belles activités qui s'en viennent avec d'autres lieux à découvrir dans Portneuf. Entre autres, avec la découverte de terreaux, de pousses, de préparation de jardin, parce qu'il y a des organismes qui font ça dans Portneuf. Je peux pas trop en dire, mais c'est très populaire. Puis il y a beaucoup de jeunes qui aiment se rassembler autour de ces découvertes-là portneuvoises. Ensuite, l'été, il va prendre le pas. On a des descentes de rivières, de lacs. Tout ça, je le rappelle, 100% sans frais. Ça fait partie de l'enracinement, de l'appropriation de son territoire et on croit en ses objectifs. C'est chez Place aux Jeunes Portneuf. Une mission qui semble porter fruit, alors que certains, comme Myriam, envisagent déjà de faire leur place dans la région de Portneuf. Papa Moussa Kamara, depuis Donnacona, pour CJSR. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, il faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien jouer. On reste à Donnacona, où un important projet d'infrastructure se concrétise. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, y était présente lundi pour annoncer un investissement de plus de 7 millions de dollars destiné à la construction d'un bassin de rétention et au remplacement de certaines conduites, afin de limiter les débordements d'eau usés. Ce projet, attendu depuis plusieurs années, vise à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en protégeant l'environnement. Tous les détails dans le reportage. L'annonce qu'on fait aujourd'hui, c'est une subvention de 7,4 millions. Donc déjà, c'est un montant qui est très intéressant. Cette annonce vise à améliorer les infrastructures d'eau et corriger des problématiques de débordement d'eau usée à Donnacona. Un projet attendu depuis plusieurs années par les citoyens. On comprend exactement quel genre de conséquences ça peut avoir pour notre population, puis pour les milieux naturels aussi, des déversements d'eau usée non traitée. Ça a des conséquences aussi pour l'environnement, mais pour la qualité de vie de nos citoyens. Au cœur de cette subvention, la construction d'un important bassin de rétention et le remplacement de conduites sur le boulevard Victorin, ainsi que dans certains secteurs résidentiels. Objectif,
Mettre fin au débordement d'eaux usées, améliorer la qualité de vie et protéger l'environnement. Cette rencontre s'est tenue lundi à Donnacona. Celle d'aujourd'hui, le 7,4 millions, je l'ai dit, c'est pour la partie du boulevard Victorin. Ça va permettre de construire un réservoir de rétention d'eau. Est-ce qu'on dit qu'il va être à peu près 2 fois la taille du bassin d'entraînement du centre aquatique de la ville? 1025 mètres cubes. Donc, ça va donner beaucoup de possibilités là, quand on parle de rétention d'eau pour éviter qu'il y ait des débordements. Puis ça va permettre aussi le remplacement de certaines conduites sous le boulevard Victorin, mais aussi l'avenue Matte et les rues Boivin et Pagé, si je ne m'abuse. Selon la ministre, cet investissement s'inscrit dans le cadre du PRIMO, le programme d'infrastructure municipale d'eau 2023-2033. Un plan provincial de plusieurs milliards destiné à remettre à niveau des infrastructures vieillissantes partout au Québec. Et un petit mot sur le programme Primo, parce que le programme Primo, puis la ville de Donnacona, je l'ai dit, là, on reçoit beaucoup de demandes dans le cadre du Primo, parce que la ville de Donnacona n'est pas dans un cas unique, loin de là. L'état de nos infrastructures d'eau au Québec est une problématique chronique, parce qu'il y a des endroits, plusieurs endroits où les conduites d'eau sont soit trop usées, soit la capacité est devenue insuffisante, donc il faut augmenter les capacités ou les réparer. Il y a des endroits où il faut développer davantage, installer des conduites d'eau parce qu'on veut faire du logement. Vous savez, on parle beaucoup de logement un peu partout, mais il y a des endroits où c'est pas possible de construire du logement parce qu'il n'y a pas de système d'infrastructure d'eau qui est la base avant de construire une maison, ça prend des conduites d'eau. Donc, les défis sont énormes un peu partout et c'est pour ça qu'on a un programme qui s'appelle le Primo, un programme sur 10 ans de 2023 à 2033 avec une enveloppe de 2,4 milliards de dollars. Alors ça nous permet de financer beaucoup de projets un peu partout. Parallèlement, le gouvernement du Québec prévoit recevoir près d'1 milliard de dollars du gouvernement fédéral pour bonifier les logements. Combiné à l'excellente nouvelle que j'ai eu l'occasion d'annoncer en janvier, la signature d'une entente avec le fédéral. Quand je suis arrivée en septembre dernier aux affaires municipales, il y avait une négociation en cours depuis plusieurs mois pour un fonds fédéral de près d'1 milliard de dollars et on a réussi à régler cette entente-là en décembre et elle a signé officiellement le 12 janvier 955 millions de dollars d'argent fédéral pour des infrastructures liées au logement, donc nommément des infrastructures d'eau. Ça, c'est beaucoup d'argent, 955 millions. Je suis en train de travailler sur l'ajustement de nos programmes au gouvernement du Québec pour recevoir cet argent-là. Du côté du député Vincent Caron, on souligne le travail rigoureux de la ville qui a su monter des dossiers solides pour obtenir du financement. Et je peux vous assurer, monsieur le maire, que au regard des yeux et au croisement des regards que j'avais, je me doutais que nous faisions beaucoup de jaloux. Mais encore une fois, c'est le fruit d'un travail et surtout d'une planification. Je me souviens d'il y a quelques années, vous m'indiquiez avec votre directeur général que vous étiez allé rencontrer les fonctionnaires dans différents ministères en leur disant « mais écoutez, dites-nous ce qu'il faudra faire pour être aux normes, non pas dans 5 ans, non pas dans 10 ans, mais dans 25 ans ». Et puis vous êtes mis au travail, vous avez présenté des projets et aujourd'hui le gouvernement répond présent aux sollicitations que vous lui adressez. Depuis 2023, Donnacona a d'ailleurs reçu plus de 34 millions de dollars pour ses infrastructures en eau. Et depuis 2023, la ville de Donnacona est rendue à, je l'ai écrit dans ma main, 34,5 millions de subventions pour des conduites. Alors, comme je le disais, il y a quelqu'un qui est talentueux ici, mais aussi, surtout, c'est qu'il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont là en termes de conduite d'eau. Le maire de Donnacona s'est réjoui de cette aide financière qui couvrira une grande partie des coûts du projet. Merci pour cette belle subvention de 7,4 millions pour les rues, pour le boulevard Victorin, les rues Matte, Pagé et Boivin, qu'on va pouvoir finalement réaliser cet été. Il rappelle que la ville suit depuis plusieurs années un plan structuré pour moderniser l'ensemble de son réseau. Mais peu importe le programme qu'on reçoit, que ce soit Primo, la TECQ, le FEP2, nous avons toujours investi dans nos infrastructures et cela en concordance avec notre plan de direction de gestion des débordements que nous avons établi en 2018. Et puis ça fait 8 ans qu'on le suit lettre à la lettre.
Ces travaux qui devraient débuter prochainement bénéficieront à plus de 7600 citoyens et permettront à la municipalité de mieux répondre aux défis environnementaux et urbains des prochaines décennies. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Raymond pour CJSR. Désormais, quittons Donnacona, direction Saint-Marc-des-Carrières. Je vous le disais dans les titres, l'initiative et la créativité dans les écoles primaires y ont été mises à l'honneur lundi. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé une aide de 8 000 $ pour appuyer plusieurs projets éducatifs portés par des enseignants de la région. Parmi eux, un club de marche pour les tout-petits a particulièrement retenu l'attention. Arthur Bordelot y était pour nous. Toujours heureux d'être de retour à l'école Sainte-Marie et du Goéland, donc pour la 3e édition des bourses des petits débrouillards, une initiative de mon bureau, mais je devrais plutôt dire une initiative de Sabrina à l'origine, parce que souvent on parlait des bourses pour les écoles secondaires, au mérite, en fonction de la persévérance scolaire, etc. Et puis Sabrina, un jour, nous est arrivée en disant « Il me semble qu'on ne parle pas assez des écoles primaires ». Et en effet, c'est de là qu'est né ce beau projet. Il y a eu des choix difficiles qui ont dû y avoir lieu pour sélectionner donc 32 projets. Au final, ces 32 bourses, ce sont plutôt 32 bourses de 250 $ qui sont allouées pour un total de 8 000 $ au sein du centre de service scolaire de Portneuf. Ces bourses sont décernées dans 11 établissements scolaires différents, partout dans Portneuf. Alors il y a vraiment, pour les avoir lus, des projets inspirants, des projets innovants, des projets enrichissants. C'est assez incroyable de voir, au-delà de tout ce travail d'enseignement courant, mais au-delà de ce travail-là, à quel point les enseignantes et les enseignants se creusent la tête pour trouver d'autres moyens de motiver encore plus nos jeunes enfants. Donc, tout d'abord, c'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix coup de cœur pour le projet, je dis même pas mon projet, mais notre projet de club de marche appelé À Petits Pas de Géant, dont on voit le logo juste ici. Après ma barre, via ce club de marche, j'ai voulu offrir aux élèves de maternelle quelque chose de simple, mais de profondément essentiel, c'est-à-dire bouger, découvrir, explorer, grandir. En sortant des murs de la classe, les enfants profitent de toute la richesse de la nature. Et apprendre dehors, bien, on va se le dire, c'est apprendre autrement en ayant tous ses sens en éveil. Ça fait encore plus de sens pour les petits, les élèves de maternelle. Mon projet se déploie en 4 temps. Donc, premier temps, deuxième temps, ça a déjà été fait. Nous avons d'abord créé notre logo et parlé des règles de sécurité à respecter lors des marches. Ensuite, nous avons développé un peu notre endurance par des marches plus longues ayant certains défis physiques. Donc, on s'est fait un petit peu plus de muscles. Nous en sommes maintenant rendus à intégrer des pauses permettant de plus longues périodes d'enseignement extérieur. Avec le beau temps qui arrive, c'est propice à ces périodes-là. Et finalement, le 4e temps, qui sera en juin, nous inviterons les parents et les proches à se joindre à nous pour une marche de célébration dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières, dont on pourra vous inviter aussi, Madame la mairesse. Cette bourse me permettra d'acheter aussi du matériel permettant d'assurer la sécurité lors des marches et des items facilitant l'enseignement extérieur. Pour la bourse des petits débrouillards, c'est un très, très beau concept qui prend... C'est la 3e année, qui va être reconduit, je crois. Oui. Ça aide à dynamiser beaucoup notre municipalité. Je trouve qu'il y a de très beaux projets, puis c'est encourageant de continuer à faire ça. Je trouve ça magnifique et je voudrais féliciter Mme Valérie Genet avec son projet Un petit pas de géant. Et j'ai lu que vous allez faire une marche dans la ville. J'aimerais en faire partie. Grandement. Je veux participer. Donc, tous les projets soumis témoignent vraiment du désir de créer des contextes d'apprentissage. Puis vous devez le vivre, là, Madame Valérie, en prenant des marches dans le quartier. Donc, c'est pas une simple marche, hein? Ça doit être une marche très, très instructive en lien avec tout ce qu'on peut voir pour s'épanouir, expérimenter, puis croire en son potentiel. Bien, ces marches-là leur permettent de développer leur langage, leur vocabulaire. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle activité. Ça s'inscrit aussi dans notre projet éducatif. On veut que nos élèves
évoluent dans un milieu sain et sécuritaire, avoir des bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie. Fait que c'est... Alors, ça... Oui. Puis on a... aussi, dans notre projet éducatif, on a l'enseignement à l'extérieur, là, en plein air. Fait que on est en plein dedans avec nos classes extérieures, les marches. Fait que c'est ça. Félicitations. On poursuit avec Amélie Hens, la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Nous l'avons reçue en ligne pour une entrevue. Elle nous a expliqué pourquoi les médias communautaires sont si importants pour nos communautés et comment ils vivent le budget provincial 2026, qui, selon eux, les laisse encore une fois sur le bord du chemin. Regardons. Bonjour, Madame Hens. Bonjour. Ouais. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Et là, le 19 mars, vous avez publié un communiqué commun avec l'Association des médias écrits communautaires du Québec et l'Association des télédiffuseurs communautaires du Québec pour dénoncer le fait que le budget provincial 2026 n'accorde pas une place, n'a pas une mesure vraiment qui vise les médias communautaires. Alors, quelle a été votre première réaction en apprenant cette décision du gouvernement liée au budget 2026? Ben, c'est sûr qu'on est extrêmement déçus. Provincial notamment. Oui, on est très déçus parce que en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un ajustement dans les programmes d'aide financière aux médias communautaires. C'est ce qu'on avait demandé. On est intervenu, nous, dans la période pré-budgétaire, en fait, dans les consultations qu'il y a eu au budget avant pour faire nos demandes. On demandait évidemment qu'il y ait une augmentation de l'enveloppe du PAMEC pour le financement de base des médias communautaires. On demandait aussi à ce qu'il y ait plus d'argent d'investi dans la publicité gouvernementale chez les médias communautaires en général. Puis on demandait aussi à ce qu'il y ait des indexations, évidemment, dans les années futures. Donc, c'est sûr que le fait qu'il n'y ait absolument rien, aucune nouvelle mesure pour les médias communautaires, on est extrêmement déçus. On se demande un peu, bon, pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'accent que sur la culture, qui est très bien, parce que la culture en avait besoin. Les médias privés aussi avaient besoin de souffle un petit peu, puis il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées pour eux, mais absolument rien pour nous, donc c'est un petit peu, c'est très dommage. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences immédiates pour les télévisions communautaires? Ben, ça fait en sorte que le financement reste le même que les années précédentes. Donc, on sait très bien que la vie est beaucoup plus dispendieuse depuis les dernières années. Puis le fait que l'enveloppe budgétaire du PAMEC reste fermée, donc il n'y a pas de nouveaux argents qui sont investis, ça fait en sorte que ça appauvrit les médias communautaires. Puis dans le contexte de crise des médias qu'on vit actuellement, ben, c'est de plus en plus difficile pour des médias de recruter du personnel qualifié, de maintenir en poste le personnel qui est là parce qu'on n'a plus les moyens de les payer à la hauteur du travail qu'ils font. Donc, ça met une pression supplémentaire pour les médias communautaires. Quel message souhaitez-vous envoyer aux décideurs et aux citoyens sur l'importance de soutenir les médias communautaires? Ben, c'est exactement ça, c'est de soutenir les médias communautaires qui font un travail essentiel dans les communautés où il y a à peu près plus de médias locaux. Les médias locaux sont essentiels pour la démocratie, pour la vitalité des régions. Donc, c'est important qu'on soit mieux soutenu, qu'on reste là, qu'on soit bien outillé pour rester en place, puis soutenir nos citoyens puis nos régions dans les régions. Donc, je pense que c'est ça le message principal, c'est de les convaincre de l'importance
du travail qui est fait. Puis je pense que ça, ils le savent. Je pense qu'ils le réalisent peut-être pas à la pleine mesure, mais c'est sûr qu'on va travailler là-dessus dans les prochains mois pour les convaincre. Merci beaucoup, Madame Hens. Ça fait plaisir. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Aujourd'hui, on est là pour annoncer une autre bonne nouvelle. Moi, j'ai vu l'été dernier sur le bord de la route, Madame la mairesse, qu'il y avait un panneau à vendre devant une belle entreprise d'ici qui s'appelle les Excursions de l'Ouest. Et puis rapidement, le panneau a disparu, mais je ne savais pas que c'était le parc qui s'en était porté acquéreur. Et je trouvais l'idée excellente en lisant ça il y a quelques semaines, d'ajouter dans votre escarcelle cette activité supplémentaire. Elle s'inscrit parfaitement dans la mission à laquelle vous adhérez. Et donc, je suis très heureux d'annoncer au nom de ma collègue et amie ministre du Tourisme, Amélie Dionne, une aide financière de un peu plus de 213 000 pour accompagner le parc dans l'acquisition. Alors, cette aide s'inscrit dans le cadre du programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux. Et donc, comme je le disais, c'est destiné à acheter à la fois l'entreprise, mais les terrains. On sécurise aussi un bel espace qui se serait vendu facilement à un privé, j'imagine, Madame la mairesse, puisqu'on est vraiment au bord de l'eau et c'est assez magique. Mais ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir aussi de réaffirmer que Saint-Casimir appuie les initiatives du parc régional. Quand Sébastien est venu nous voir en septembre dernier, pour faire des changements au règlement de zonage pour qu'il puisse acquérir le site, on était à la veille de la campagne électorale. On avait tout près d'une période de 5 semaines sans réunion mandataire. On a réussi quand même à faire ça rapidement, puis à faciliter, mais en tout cas du moins pour le temps, la demande qui était nécessaire auprès de la CPTAQ, c'est ça. Puis de faire les changements au règlement de zonage approprié pour qu'ils puissent l'acquérir. C'est sûr que pour Saint-Casimir, c'est absolument qu'on va encourager et endosser cet achat-là. C'est trop important pour Saint-Casimir et pour le parc aussi, et pour toutes les retombées régionales qu'on a dans nos commerces à Saint-Casimir et autour ici à Saint-Albert puis dans Port-Neuf. Les Excursions de l'Ouest, une compagnie privée qui opérait des descentes en radeau pneumatique sur la rivière Sainte-Anne, entre Saint-Albin et Saint-Casimir depuis le début des années 2000, donc depuis 25 ans. Et puis là, Mario et Diane prenaient leur retraite, puis ils ont mis en vente leurs terrains puis les équipements. Là, quand on a appris la vente des terrains, on a eu peur que ça soit vendu à un privé qui ne voulait pas continuer les descentes en radeau pneumatique. Donc ça a été comme l'urgence de réagir puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les descentes. Je remercie la collaboration de la municipalité de Saint-Casimir qui a été très proactive là, pour nous accompagner là-dedans. Et puis la descente, c'est 7 km sur la rivière Sainte-Anne. C'est une quarantaine d'embarcations. C'est des petits radeaux pneumatiques qui peuvent contenir 5 personnes. C'est une descente qui est vraiment familiale, douce, contemplative, plus qu'excitante. Donc c'est vraiment sécuritaire comme descente. Je voudrais mettre l'accent sur notre équipe qui a embarqué dans le projet, qui était excitée même de rajouter cet élément-là. On était confortable dans le fait que la descente s'organisait seule avec une entreprise privée, mais maintenant, c'est vraiment le parc qui va prendre en charge ces descentes-là pour l'avenir. Donc, c'est des retombées dans la communauté qu'on ne voulait pas ne voir partir. C'est un produit d'appel important, ces descentes en radeau pneumatique-là. C'est grosso modo, par année, c'est entre 2300 et 7000 visiteurs qui descendaient la rivière en radeau pneumatique. Nous, on veut bien
bien structurer cette descente-là. On est en train de réfléchir de quelle façon qu'on va organiser tout ça. Donc, c'est un projet total d'un peu plus de 500 000 $, l'achat des terrains, l'achat des équipements, la construction d'infrastructures adaptées à notre opération à nous. Puis, on croit que ça va être un véritable succès là, dans l'avenir. Ça va rester la même rivière, une rivière qui est sécuritaire, des petits rapides de maximum R2 là, comme degré de difficulté. C'est les mêmes embarcations. Nous, c'est sûr qu'on va mettre l'accent sur la sécurité. On veut produire un petit vidéo explicatif pour être sûr que les gens comprennent bien dans quoi ils s'embarquent. Donc, ça reste le même produit, mais peut-être bonifié un petit peu là, à la sauce du parc là, et de son équipe là, qui est investie là-dedans. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Une première à Saint-Raymond. Le salon Contact Emploi Portneuf a rassemblé jeudi au centre multifonctionnel Roland-Dion une quarantaine d'entreprises et une douzaine d'organismes. Une belle occasion pour les chercheurs d'emploi de découvrir les offres locales et pour les employeurs de se faire connaître dans la région. Reportage Luc Robitaille. Le 19 mars dernier avait lieu au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond le salon Contact Emploi Portneuf. CJSR était sur place. Voici quelques mots du porte-parole de l'événement. On est à Saint-Raymond, au Centre multifonctionnel Roland-Dion, et on accueille, c'est à peu près, mettons, la 25e édition là, du Salon Contact Emploi, mais c'est la première fois qu'on le tient à Saint-Raymond. Donc, aujourd'hui, on a une quarantaine d'entreprises qui sont sur place, environ 12 organismes, des partenaires en employabilité, des gens de la MRC, etc., qui sont aussi là. Et là, on est en train d'accueillir les visiteurs, puis en même temps, on a une conférence qui parle « Travailler à la retraite, est-ce que c'est payant? » Alors voilà. En effet, l'importance de la question « Devrons-nous travailler à la retraite ?» se fait de plus en plus sentir, car l'espérance de vie se prolonge à mesure que l'on passe à travers le temps. C'est important que vous sachiez que vous avez des bonnes possibilités de vivre jusqu'à 95 ans. Là, vous ne saviez pas ça, possiblement, avant que vous arriviez. Puis si vous rencontrez... Oui, puis même les sceptiques. Puis si vous rencontrez un planificateur financier, vous avez une institution financière, ils vont vouloir vous faire un plan financier jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 95 ans. Si vous arrêtez ça à 80 ans, là, vous surprenez vos affaires, vous allez dans une autre institution financière. Pourquoi? Parce que, oui, l'espérance de vie au Québec en 2023, là, c'est de 82,5 ans, les hommes 80 ans, les femmes 84 ans. Mais sachez qu'à 50 ans, il y a 50% des hommes qui ont 50% de probabilité que les hommes atteignent l'âge de 89 ans. Fait que si on est rendu à l'âge de 50 ans, pour les gars ici, je pense que c'est pas mal ça, vous avez quand même beaucoup de probabilité pour atteindre l'âge de 89 ans. Et 25% des gens, des hommes, quand ils ont 50 ans, peuvent atteindre 94 ans. Ce que ça fait, c'est que nous, on doit planifier que vous ayez des liquidités jusque des probabilités de décès soient en bas de 25%. Pour les hommes, c'est 94 ans. Pour les femmes, c'est 96 ans. Le marché de l'emploi est présentement en faveur des candidats chercheurs. OK. Puis d'année en année, vous vous attendez à quel achalandage à peu près? Écoute, l'année passée, on a eu 300 visiteurs. C'est quand même très bien parce que, étant donné qu'on est dans un contexte où le marché du travail est excellent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'employeurs qui cherchent des travailleurs, mais le contre-coup de ça, c'est qu'on a peu de gens qui cherchent du travail. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler plus fort pour aller chercher des gens. Fait que c'est pour ça qu'on a aussi le volet virtuel, parce qu'on a notre salon physique avec les gens qui sont sur place, mais on a aussi un volet virtuel avec la plateforme Contact Emploi Portneuf. Et là, les gens peuvent aller voir les offres d'emploi qui sont affichées, même si on est une semaine
2 semaines après l'événement, ben j'invite les gens à aller quand même sur la plateforme Contact Emploi Portneuf parce que les employeurs vont continuer à mettre leur offre d'emploi. Puis c'est vraiment la plateforme qu'on privilégie, qu'on réfère les gens. Puis les gens qui sont aussi à l'extérieur, que tu sois à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, si tu es intéressé par un travail puis que tu as envie de vivre en région, ben ça peut être drôlement intéressant. OK, donc, Métal Perrault, qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci représente pour votre entreprise? Bien, en fait, c'est une façon d'avoir une visibilité pour toutes les personnes de la région, en fait, là, qui cherchent un emploi dans la région. Puis, il veut pas aussi, il y a beaucoup d'étalement urbain maintenant. Les gens quittent la ville pour aller s'installer en campagne. Donc, au lieu d'avoir à faire du voyageage, aller travailler à Québec ou dans le coin de Trois-Rivières, c'est quand même assez central, là, la région de Portneuf. Donc, ça vient rejoindre encore plus de gens, là, selon moi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, pour Récolo, vous êtes en recrutement présentement? Tout à fait. On est en recrutement présentement, particulièrement pour les emplois d'été, on prévoit, mais on est en recrutement en tout temps. Donc, on offre plusieurs postes, une belle variété. Je vous dirais que ce soit pour des emplois étudiants, du temps partiel, du temps plein. Donc, oui, effectivement, on profite de cette occasion pour promouvoir Récolo qui a été justement réinventé. La régie régionale de la matière résiduelle de Portneuf, donc sous le nom de Récolo maintenant. Donc tout à fait, on a vraiment une belle diversité pour tout âge, que ce soit étudiant, retraité. Donc écoutez, on profite de cet événement-là pour se promouvoir. C'est parfait, bien continuez comme ça, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, bonne journée. C'était Luc Robitaille à Saint-Raymond pour CJSR. Toujours à Saint-Raymond. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la SHE Portneuf, a présenté la conférence dénommée « Rajeunir une plate-bande » avec Louis Saint-Hilaire. Une belle occasion de découvrir des astuces pour transformer ses jardins et profiter de conseils d'experts. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Stourhead, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est présenté comme le premier gros aménagement paysager là, du style britannique. Parce qu'avant, évidemment, il y avait les jardins italiens, les jardins français de Renaissance avec des grands parterres très rectangulaires, très géométriques. Puis les Britanniques, à un moment donné, ont dit nous autres, on aimerait ça changer. Et puis, par un de ces hasards de l'histoire, c'est un peintre français qui s'est installé à Rome. Et lui, dans ce temps-là, les peintres gagnaient beaucoup leur argent à faire des portraits des gens. Ceux qui avaient de l'argent de se payer des portraits. Lui, il s'est dit, hey, si je faisais des paysages, je gagnerais peut-être ma vie à faire des paysages. Ça fait qu'il s'est mis à faire des tableaux, mais des paysages. En fait, il faisait de l'aménagement paysager, mais sur des toiles. Puis, il y a des Britanniques qui ont dit, c'est une mauvaise de bonne idée. Ça fait qu'à Stourhead, il y avait quelqu'un qui avait de l'argent à ne pas savoir quoi faire. Puis il dit, on va faire de l'aménagement paysager. Il n'y a pas de lac, on va en faire un. On va faire un pont. On va mettre, c'était bien à la mode, là, des pavillons. Là. Alors, il y a un circuit, que vous voyez un petit circuit, que vous pouvez faire comme ça sur quelques kilomètres, là, dans les jardins. Et puis, vous voyez que dans une forêt, là, ça ne s'est jamais agencé comme ça. Il faut que ça ait l'air naturel, mais ça ne l'est pas. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.